Je pense que j'avais entre 6 à 7 ans qu'on m'a excisée. Ils ne se sont pas limités seulement à l'excision, j'ai été encore infibulée. En polar, on appelle ça notogol. J'ai subi tout ça là. Si l'homme dit non, à partir d'aujourd'hui, moi, on n'excise pas ma fille, et l'autre, le voisin le dit, l'autre le dit, ça va cesser. Je n'avais que 6 ans. On a eu la visite de ma tante paternelle qui était venue, mais elle était déjà habituée à venir à la maison. Un beau matin, c'était à l'aube, elle m'a dit de l'accompagner. Je suis partie avec elle, chez elle. Donc chez elle, j'ai trouvé beaucoup d'enfants qui avaient presque le même âge que moi et d'autres qui étaient plus âgés. J'ai trouvé la fête, il y avait à manger, il y avait beaucoup de gens, mais il n'y avait pas mes parents. Je commençais à me poser la question, qu'est-ce qui se passait, mais je n'avais pas eu de réponse. J'étais là comme une petite fille innocente qui ne savait rien de tout ce qui pouvait l'arriver. Après, elle a commencé à nous expliquer qu'ils allaient faire de nous une vraie femme. Je crois que je n'oublierai jamais à tel point la douleur, elle était très très forte. Elles m'ont laissé dans un état vraiment horrible. C'est le cas de le dire. Les jours qui suivent, les semaines qui suivent ont été très très durs pour moi, physiquement, psychologiquement. J'avais beaucoup de douleurs, surtout quand je voyais mes menstrues. Dans mes relations intimes aussi, il y avait beaucoup de complications. Comme j'ai accouché aussi, dans l'accouchement aussi, j'ai compris qu'il y avait encore beaucoup de complications. Il y a eu beaucoup de complications. Au niveau de l'accouchement, j'ai failli mourir. Au niveau du bas-ventre, j'ai eu plein de problèmes. C'est par après que j'ai compris que c'est dû à l'excision. Depuis lors, j'ai décidé aussi, lorsque j'aurai des filles, elles ne seront pas excisées pour ne pas avoir les mêmes problèmes que moi. Mais très malheureusement, ma fille a été excisée par sa tante à mon absence. J'étais au village. Je suis originaire d'un pays où l'excision est des prévalences à 93%, très élevées. Et moi-même ayant subi l'excision, ma première peur, c'est quand je suis rentrée à Djibouti avec ma fille, qui à l'époque avait 2 ans. Il fallait expliquer à ma maman qu'en Belgique c'est interdit, que la loi belge interdisait. Si jamais j'excisais ma fille, je pouvais être en prison par rapport à l'excision qui pourrait se pratiquer même à Djibouti. Elle a eu super peur pour moi, mais elle était super triste pour ma fille parce que sa petite fille n'était pas excisée et ne pouvait pas faire, elle pourrait pas faire partie de normes sociétales. Nous, on a beaucoup de difficultés, tous les cas presque. Et quand on fait des actions pour qu'elles sentent des sentiments, il faut ça prendre du temps. En plus, la partie qui est coupée, on ne peut pas le toucher beaucoup. Quand je touche quelques temps seulement, ça commence à gratter. Et ça commence à faire des hérits. Je ne sais pas comment ça fait. Ça commence à gratter et puis ça fait mal. C'est le sang qui, comme c'est coupé. Il me dit tout le temps ça me fait mal, que déjà il est fatigué. Donc elle ne peut plus faire, il faut une semaine encore, que les hérits qui est là-bas, là, que ça guérit encore et pour qu'elle puisse faire amour. Tout le temps, c'est l'infection, tout le temps, c'est l'infection. Je commence à m'interroger quand je vois une dame qui vient presque une fois les 2 semaines, qui me dit on a trouvé une infection urinaire. Parce que ce sont des dames, si vous voulez bien, elles ont souvent des infections urinaires.
Du coup, donc, infection urinaire sur infection urinaire, tu te posais la question, pourquoi il y a cette infection à répétition? Et quand tu creuses, c'est là où tu trouvais, oui, c'est lié à ça. Le vécu dans les centres était très compliqué. Au départ, quand elles arrivent, il y a une gêne de parler déjà de cette intimité, même en termes d'hygiène. Et on s'en rendait compte après un certain temps parce que les assistants sociaux ou les éducateurs qui suivaient ces personnes en première ligne se rendaient compte que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est comme ça alors que avec un accompagnement rapproché, individualisé, ces dames finissaient par s'ouvrir pour parler de leur mal-être suite à l'excision qu'elles ont subie. En Mauritanie, il y a des l'excision qui se passent plus, surtout au sud. Au sud, et plus particulièrement chez les Peuls. Et aussi les Haratins, ils excisent les femmes, les esclaves. C'est à peu près dans l'ordre de 70% dans toute la Mauritanie. Mais dans la région, ma région, là, c'est-à-dire le sud, c'est pratiqué à peu près à 90%. marka labada qaybood qaybi wacdigelin badlaaran oo dawladeenu ay samaysay qayb waa lagaga tagay oo maxaa la yiraahdaa ablation totalki la sameeyay ee appareil génital fémininka waa laga tagay hadda waxaa jirta sunna wax la yiraahdo oo dadku u malaynayaan hadii ay ka tagaan inay maxaa la yiraahdaa caadadii iyo diintii iyo gabadhii waxyaalo nacamde dhibaato ku ah waxaan u malaynayaa hadeeta ina maadaama fircoonigi laga soo gudbay oo sunni la socdo tan kalena waxaan rajeynayaa 100% in laga gudbi doono oo laga tago lagana tanaasulo mar walna ay dawladeena iyo wasaaraddeena haween oo mar walba ay wacyigelin nooga siisaa inaanan awlaadeena aanan gudin maadaama waalidadeennii hore ayna wacdigelinta ay nasiib u yeelan say annaga ayna noo gudin laakiinse awlaadeena maanta way naga nasiib badan yihiin wacyigelinta ay dawladeena fidinayso iyo haweenka wasaaraddeena haweenka anagu aan ka faa'iideysanay saas la ashligeed waa inaan awlaadeena faa'iidada iyo nasiibka ay ku soo dhaxdhaceen ay helaan ay dawladoodii ay la jaan qaadeen wacyigelintoodii iyaguna inaan uga faa'iideyno oo dhibaatada aan ka deyno. Et je me rappelle bien, la fille de mon grand frère qui est quittée en Côte d'Ivoire, elle n'était pas excisée. Elle est venue chez nous parce que mon grand frère ne voulait pas que sa fille soit mariée en Côte d'Ivoire. Elle l'a amenée en Guinée pour qu'elle soit mariée là-bas. Donc elle est venue, elle est mariée. Donc maintenant ils ont constaté que la fille n'est pas excisée. Quand ils ont compris que la fille n'est pas excisée, la fille était chez son mari, personne ne voulait manger sa manger. Et tout le monde a critiqué que ça donne une malheur dans la famille. Quand elle a été enceinte, le moment de son accouchement, pour accoucher, ça a été très difficile. Donc elle a pris presque une journée sans accoucher. Ce qu'ils sont dit que parce qu'elle n'a pas été excisée. Et la fille a été excisée pendant l'accouchement. Mais la fille n'a pas survécu. J'ai eu une cousine à moi, très proche de moi, qui est décédée au moment où j'étais là. Elle est décédée suite à un accouchement. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est lors d'un accouchement, elle est excisée. Et moi, de temps en temps, je retournais à Djibouti. J'ai sensibilisé toujours ma famille pour que ma famille puisse, à un moment donné, abandonner la pratique. C'est les cas actuels. Ma maman, à force de retourner tout le temps, de parler des mutilations, des méfaits des mutilations, elle a fini par abandonner. Aujourd'hui, chez mon frère, les filles, elles sont intactes. Chez ma sœur également.
ils ont abandonné totalement les mutilations génitales dans ma famille. Si j'arrive à parler de ça, c'est pour sensibiliser les jeunes mamans, les jeunes filles ou même les jeunes papas qui ont des petites filles, de ne pas faire ça, de ne pas tomber dans ces pièges-là, car c'est un crime. C'est pas parce que tel a fait ça, c'est pas parce que c'est comme ça, c'est la tradition qu'il faut faire. Ça doit cesser. Ça doit cesser et je pense que on en a déjà assez fait mal à beaucoup de jeunes filles. La meilleure chose à faire, c'est de sensibiliser, même si je ne crois pas que nos parents vont arrêter complètement ces pratiques, parce que pour eux, cette pratique-là, c'est pour sauver notre honneur, c'est pour nous aider à nous abstenir jusqu'au mariage. Mais avec beaucoup de sensibilisation, je pense que ça va quand même réduire un peu la pratique. Les exciseuses, aujourd'hui, elles prônent. Pourquoi? C'est leur métier. Elles gagnent beaucoup d'argent avec ça et si jamais elles vont amener à abandonner l'excision, elles ne vont pas vivre, elles vivent de ça. Donc elles ont le moyen de vivre avec ça parce que ça paye très très bien. Et c'est pourquoi elles continuent à les faire et elles continuent à se cacher parce que si jamais on tombe sur elles, elles peuvent être emprisonnées même dans le pays d'origine. J'ai une femme qui est au Sénégal, qui est ma cousine, parce que c'est la fille de ma tante. Et nos villages sont face à face, mais il y a le fleuve qui nous... C'est le Sénégal, là. Il y avait la fille de son frère. Une dame est venue l'excuser et je me suis opposé. J'ai dit non. Il dit ça, c'est interdit. Il ne faut plus l'excuser. Je me suis opposé. La femme est venue là-bas, elle vient en cachette. Elle est venue dans la maison. J'ai dit, moi je ne dénonce pas parce que je ne suis pas un Sénégalais. Mais la fille, on ne l'excuse pas. Elle est rentrée. Malheureusement, l'excision gagne du terrain. Donc certaines familles vont partir de la Belgique, de l'Europe, de l'Occident, pour pouvoir faire exciser dans le pays d'origine. Nous, on essaye de sensibiliser les personnes concernées pour que l'excision ne se pratique pas ni là-bas, ni ici. Il faut vraiment agir, parce qu'il ne faut pas se réfugier derrière les traditions. Il ne faut pas se réfugier derrière des pratiques ancestrales en se disant on ne peut pas changer les choses. On peut changer les choses. Les traditions, quand elles sont néfastes pour l'être humain, il faut pouvoir les changer. Et pour pouvoir changer, il ne faut pas que ce soit tabou. Aujourd'hui encore, ça se passe en Afrique. Et dans certains foyers ici même en Europe. Et c'est vrai que c'est fortement combattu par la loi, c'est une bonne chose, mais aussi il y a le fait que ça reste un sujet taboué par les liens familiaux, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a le droit d'aller dénoncer mamie ou papy, ou alors la grande tante qui le fait sur notre enfant? Oui, mais si on va dénoncer, ça va créer un problème familial. Mais je crois qu'il est important de commencer par sensibiliser les gens dans les familles aussi, mais surtout de faire comprendre à nos tantes, à nos grands-mères, à nos mamans même qu'ils font, que c'est un sujet grave. Ce sont des violations des droits humains qui sont interdites en droit international, en droit européen, en droit français, mais également en droit djiboutien depuis une loi de 1995. Cela signifie qu'à Djibouti, la question de la loi ne se pose pas. La question qui se pose, c'est celle de son effectivité. Même si l'État djiboutien a fait beaucoup d'efforts pour que ces pratiques soient abandonnées, mais on le fait, on invite même des sages-femmes à le pratiquer pour faire dans de bonnes conditions, mais ça reste une excision. L'État de chez nous ne peut pas faire grand-chose
parce qu'ils ne se déplacent pas pour aller en brousse, alors que les uns sont compris maintenant que l'excision, ça se fait à l'hôpital, que c'est faux. Maintenant, tout le monde maintenant envoie leurs enfants en brousse, au village, pour aller faire là-bas. Je crois que, ou bien, bon, je ne crois pas, c'est la réalité des choses, que l'État ne peut pas s'impliquer parce que, comme que c'est une république islamique, et que beaucoup, les fondamentalistes ou bien les intégristes, lient l'excision à la religion. Donc, comme que la religion, elle est au-devant de tout, au-dessus de tout, parce que c'est une république islamique. C'est ça la cause de ce freinage-là. Je ne suis qu'une petite voix qui implore les hommes à rentrer dans ce combat. C'est vraiment le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Ne laissez pas ce combat seulement aux femmes. Il faut que vous, les hommes, soyez de ce combat. La parole ne revient pas à la femme. Donc, si les hommes arrivent à nous aider, sûrement on va aboutir à notre objectif. Sans l'aide des hommes, ça serait très difficile. Parce que chez nous, quand l'homme dit non, c'est non. C'est la nouvelle génération qu'on doit sensibiliser pour arrêter ces pratiques, parce qu'eux, ils ne comprendront jamais. Pour eux, c'est une forme d'éducation. Elles ont grandi dans ça, donc il n'y a rien à faire. C'est comme si on demandait à l'Occident d'arrêter d'amener les enfants à l'école. Vous voyez un peu, c'est insensé ça, ils ne vont jamais le comprendre. Je suis djiboutienne de par ma mère et sénégalaise de par mon père. Donc je n'ai jamais été mutilée génétiquement grâce au point de vue de ma maman et de mon papa, qui clairement étaient contre. Et c'est vrai qu'il y a un chiffre qui m'a marqué, dont je n'avais pas conscience il y a quelques semaines, c'est les 90% de femmes qui sont mutilées à Djibouti. Donc voilà, c'était vraiment une grosse surprise pour moi. Ça m'a retourné un petit peu le ventre. Et donc vraiment j'espère avec cette prise de parole que je vais pouvoir toucher un maximum de jeunes. Je pense que les personnes les plus concernées aujourd'hui et les plus à même de faire changer et bouger les choses et les lignes, ce sont les jeunes papas, les jeunes mamans qui pourraient justement faire en sorte d'arrêter ce fléau. Arrinta soo dhexgalitaanka inamada ay soo dhexgalayaan xaaladda mutilation génitaalka anuu maaragtay inamada u haysta inay tradition tahay amba ay tahay ragga u haysta inay tahay wax tradition iyo dabiiciyanoo weligeedba jirto laga maarmi karin u haysta ragga horta waxaan ku waaninayaa wixii traditionya waqti hore ahayd dadkuna waxay ahaayeen dad inyarooya amba jaahilnimo ay u geysay oo waxaan iyagu caadaystay oo dee maaragtay aabbayaashiima ka soo dhaxalnay ahayd laakiin maanta avec l'évolution de la mode avec l'évolution de la maaragtaane du savoir on perçoit inay tahay wax maaragtaanay fooya inay tahay oo dad wax bartay baa dee maanta ayaan dee anaku nahay oo bulshadii matalaysa si ay wax walba uga ilaaliyaan marka inamada waxaa ku waanin lahaa inay arrintaa ay soo dhexgalaan ay markay soo dhexgalaanna ka joojiyaan wixii anshaxa kula kacaya gabdhaha. À Djibouti, là où la loi existe, mais où les normes sociales restent puissantes, notamment en dehors de la capitale, le numérique est une opportunité stratégique pour informer les femmes et les filles sans les exposer, pour former également les professionnels de la santé, de la sécurité, de la justice, pour soutenir l'éducation, ainsi que pour la collecte des données indispensables pour l'effectivité de la loi. Ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de couple. C'est-à-dire que si la femme mène un combat, l'épouse mène un combat contre l'excision, l'homme, l'époux, le partenaire, ne doit pas se sentir exclu de ce combat-là. Plus aisément, il va regarder la femme dans sa plénitude, dans son entièreté, dans la beauté de son être, et plus aisément, elle va passer cette étape-là. Donc c'est une occasion de dire à tout le monde, à ma communauté, à mon pays, de laisser l'excision, de protéger les filles. Car une fille non excisée, c'est une fille complète. Au contraire, pas une fille qui est excisée qui est complète.
face à Caraba la sorcière, prisonnière empêtrée dans une souricière. Elle avait des instruments effrayants, des outils de torture, des lames, des couteaux, des scalpels, prête à me faire subir la pire des morsures. Maman, où es-tu? J'ai peur, pourquoi tu ne fais rien? Ne la laisse pas s'approcher de moi. Je crie, je me débat en vain. Pourquoi veut-elle retirer mes vêtements? Elle veut baisser mon slip maintenant. Me maintenant d'une main ferme, déterminée à perpétuer la tradition. Ni mes cris, ni mes supplications n'arrêteront mon supplice.